Comment écrire la guerre à la hauteur d'hommes? Que fait la guerre aux hommes? Comment s'y engage-t-on? Comment les transforme-t-elle? Vous écoutez le podcast L'Ukraine face à la guerre. Ce podcast est enregistré en Ukraine et par des Ukrainiens. Dans ce podcast, nous racontons comment l'Ukraine continue à vivre et à résister face à l'agression russe. Nous proposons des analyses, mais aussi des témoignages. Nous essayons de vous faire comprendre l'Ukraine, son histoire, sa société et sa culture. Je m'appelle Tetiana Ogarkova. Je suis universitaire et journaliste, responsable du département international à l'Ukraine Crisis Media Center, une ONG dont la mission est d'informer le public étranger sur l'Ukraine. Avec moi, Roman Huet, auteur de l'ouvrage La guerre en tête sur le front de la Syrie à l'Ukraine. Ce livre, tiré de plusieurs mois d'expérience sur les terrains de guerre en Syrie et en Ukraine. Ce livre est un récit ethnographique de la guerre. Bonjour Roman, tout d'abord merci beaucoup d'avoir accepté notre entretien pour le podcast L'Ukraine face à la guerre. On te connaît comme sociologue ethnographe, peut-on dire comme ça, comme enseignant, chercheur, un peu comme journaliste en tout cas, te présenter en Ukraine dans cette qualité durant tes derniers voyages. Nous, on se connaît depuis pas mal d'années, en tout cas depuis Maïdan. Tu es auteur du livre qui vient de sortir, qui s'appelle La guerre en tête de la Syrie à l'Ukraine, le livre où tu racontes tes expériences et ton analyse de ce que tu avais vu en Syrie pendant la révolution et pendant la guerre, et tout aussi bien qu'à l'Ukraine. Pendant la guerre de grande échelle qui avait commencé en 2022-2023, tu dis dans ton livre une phrase que j'ai retenue en fait parce que qui m'a frappée. Tu expliques que tu veux écrire la guerre à la hauteur d'hommes. Je rajouterai bien sûr aussi de femmes, mais est-ce que tu peux expliquer au départ qu'est-ce que tu comprends par cette ethnographie de la guerre qui est ton approche? Bonjour Tetiana, et effectivement ça fait longtemps qu'on se connaît, donc je suis vraiment content de parler avec toi. Mais disons que l'idée c'est que très souvent quand on aborde des conflits armés, que ce soit d'ailleurs des conflits, le conflit syrien ou l'Ukraine, très souvent en fait on le fait d'un point de vue géopolitique, avec une analyse évidemment du jeu des nations, etc. et leur effet effectivement en concret sur la guerre, quoi. Moi, je pense que c'est très intéressant de le faire et c'est évidemment très nécessaire de le faire, sauf que moi, j'ai choisi de faire un petit peu autrement, c'est-à-dire d'écrire un peu la guerre par sa quotidienneté, sa vie quotidienne, son déroulé à partir des gens qui le vivent. Donc, que ce soit en Syrie ou en Ukraine, à chaque fois, j'ai essayé de m'approcher en fait de ce qu'on pourrait appeler des volontaires qui ont une particularité commune, c'est que pour la plupart des gens que j'ai pu rencontrer, ce sont des gens qui n'étaient pas préparés à la guerre. C'est-à-dire que ce ne sont pas des professionnels, ce ne sont pas des militaires, mais en raison d'un motif politique, en raison d'une cause qui est la leur, eh bien, ils décident de s'engager, dans un certain nombre de cas, de prendre des armes, dans le cas de l'Ukraine, pour défendre l'intégrité du territoire. Pour le cas de la Syrie, c'est pour voilà, un espoir révolutionnaire. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est vraiment ça, c'est de comprendre à la fois, en fait, ce que moi j'appelle un basculement subjectif. Qu'est-ce qui fait que soudainement, un jour, eh bien, le cours normal de la vie est totalement interrompu et on décide, en fait, d'avoir une relation tout à fait active, en fait, avec son présent. Relation active ici, qui peut passer par le fait de prendre les armes, mais pas seulement, hein. Ça peut être aussi, bien sûr, des personnes qui s'engagent dans du volontariat humanitaire, dans des secours, dans volontariat médical, par exemple, où en Ukraine, effectivement, j'ai pu voir pas mal de personnes, d'hommes et de femmes, bien sûr, eh bien, qui ont décidé en fait de ne pas être spectateurs ou spectatrices impuissants de la situation qui était en train de se dérouler devant eux. Et donc moi, ce que j'analyse, c'est ça, c'est comment en fait comment se décide en fait ce passage, ce basculement. Et puis bien sûr aussi, c'est le confronter avec la vie ordinaire, avec la vie quotidienne, parce que il me semble que effectivement cette vie quotidienne à l'intérieur de la guerre, c'est pas qu'on la connaît pas ou pas très bien, c'est que je pense qu'il faut sans cesse la réécrire parce que on la rend sinon beaucoup trop abstraite. Or, cette violence vécue, elle est véritablement intimement
vécue, et elle produit des effets considérables sur les personnes, sur la subjectivité. Et donc moi, ce que j'analyse, c'est vraiment comment la guerre, en fait, transforme ces gens ordinaires. Oui, tout à fait. Donc vivre, voilà, cette expérience de guerre, décrire le quotidien de la guerre, comprendre les raisons, comprendre les motivations et aussi être à côté comme observateur parce que tu vois, toi, pour écrire ce que tu as écrit dans ton livre, tu avais passé beaucoup de temps, que ce soit en Syrie, que ce soit en Ukraine, à côté, de révolutionnaires en Syrie, militaires, combattants en Ukraine, aussi volontaires en Ukraine, que ce soit à Kharkiv, que ce soit à Severodonetsk ou à Tchassiviar. Il y avait une chose qui m'avait surpris dans ton livre, parce que je me rappelle que nous nous sommes retrouvés pour la première fois à Maïdan. C'était bien le début de 2014, si je me trompe pas, c'était en janvier. Et donc, tu voilà, dans ton livre, tu écris souvent que voilà, en Syrie, on rencontre ce soulèvement actif, tandis qu'en Ukraine, c'est un soulèvement réactif dans le sens que, voilà, tu décris, tu te concentres sur les événements de 2022-2023 et voilà, tu décris comme ça réaction à cette grande invasion. Et donc la question, que je voilà, qui m'a surpris, pourquoi tu retraces pas en fait cette guerre, que tu vois en Ukraine depuis Maïdan? Parce que Maïdan non seulement, il existe, mais tu l'as connu aussi toi comme, voilà, aussi une petite révolution. Est-ce que pour toi, il y a pas de suite entre Maïdan et cette, guerre de grande invasion que tu avais aussi vue de tes propres yeux? Si, évidemment qu'il y a évidemment une suite, une filiation, en tout cas, il y a une genèse historique à faire que je ne fais pas, en fait, à la fois d'ailleurs sur la Syrie et à la fois sur l'Ukraine. Alors, il y a plusieurs raisons à cela. La première, évidemment, c'est tout à fait difficile, en fait, de mettre, comme ces 2 expériences, en fait, dont, on va dire, les fondements politiques ou la situation, politique sont fondamentalement différentes entre la Syrie et l'Ukraine. Donc, moi, je les mets évidemment pas du tout sur un même plan, en fait, en tout cas du point de vue de l'analyse. En revanche, ce que j'essaye de faire, et là où j'essaye de les mettre sur le même plan, c'est est-ce qu'il y a quelque chose qui pourrait être un peu commun en fait dans ce vécu de la guerre. Et c'est en ce sens-là que parfois je vais alterner des récits que je vais des récits d'expérience en Syrie ou des récits d'expérience en Ukraine. Alors, je pense que ça fait partie d'un de mes, on va dire, un des défauts de mes travaux, parce que je ne fais pas d'histoire en fait. Je ne fais pas une histoire de l'Ukraine, une histoire de la Syrie. Je laisse le soin à d'autres de le faire, et ils le font très bien, quoi. Vous voyez, je préfère le renvoyer en fait à ceux qui en ont la maîtrise. Moi, je suis un ethnographe en fait, quasiment de l'action en train de se faire, quoi. C'est essentiellement là mon point de vue. Alors, Maïdan, j'en parle très très brièvement, ou j'en parle aussi par la façon dont les gens que j'ai pu rencontrer en fait en parlent, même si, alors étonnamment, dans la plupart des personnes que j'ai rencontrées, ils étaient assez éloignés avec l'expérience de Maïdan. Très très peu en fait y étaient, ou voire même d'ailleurs très peu de combattants que j'ai rencontrés en fait avaient un rapport un peu positif avec cette expérience de Maïdan. D'ailleurs, la plupart d'entre eux n'étaient vraiment pas du tout politisés à la base, quoi, hein. C'est vraiment la guerre qui les a politisés, quoi. Donc moi je choisis en fait, si je fais une histoire en fait, c'est à partir de la façon dont les gens que je rencontre me le disent. Et donc, le récit Maïdan, finalement, au fond, était assez peu présent dans tous les entretiens que j'ai pu faire. J'ai pu faire quand même au moins, je dirais, une quarantaine d'entretiens en Ukraine, et c'était très très rare quand ça a été mentionné. Même si, bon, évidemment, moi, qui suis venu quelques jours en janvier à Maïdan, évidemment que ça a été d'ailleurs un premier rapport avec une expérience, sur le coup, évidemment, tout à fait révolutionnaire, quoi. Bon, bah voilà, la suite et ce qui s'est, enfin, la suite de cette expérience de Maïdan. Je pense que on a quand même toute une série en fait d'intellectuels ukrainiens qui ont tout à fait raconté en fait, et qui racontent très très bien en fait comment on peut lire cette histoire. Et donc voilà, moi, plutôt que de mal le faire d'un discours un peu surplombant, je préfère en fait partir de la façon dont les gens me racontent leur propre vécu et leur propre engagement. Oui, 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 tout à fait. Donc il y a c'est vrai que les personnages, si on peut appeler ça comme ça, des gens qui sont présents dans ton livre, des Ukrainiens, des Ukrainiennes aussi, des femmes, volontaires, et ils mentionnent, très peu, c'est vrai qu'ils mentionnent très peu Maïdan et que voilà, comme si l'histoire avait commencé en 2022. Or que c'est vrai que cette approche historique, voilà, donc voilà, Maïdan était bien présent et pour, plusieurs, pour toute une génération, en fait, cette guerre à grande échelle était une continuation, tout à fait claire de ce soulèvement
motivation à Maïdan, et puis il y a beaucoup de gens aussi pour qui la motivation à Maïdan et pendant la guerre est la même. Mais bien sûr que ça dépend des individus, et donc tu avais tombé sur d'autres. Tu fais très attention dans ton livre. D'ailleurs, je veux te féliciter parce que c'est un livre très nuancé, très fin en fait, très attentif à des motivations, au vécu des gens que tu rencontres. Et à chaque moment, tu essaies de faire à la fois des rapprochements, mais à la fois des distinctions entre ce que tu vois, ce que tu as vu en Syrie et ce que tu as vu en Ukraine. Est-ce que tu peux nous résumer maintenant, pour nos auditeurs, en quoi est-ce que consistent voilà, les similitudes et les divergences entre l'expérience syrienne et l'expérience ukrainienne dans les événements historiques qui ont bouleversé les deux pays? Alors, c'est effectivement un peu délicat d'en faire une synthèse brève, mais je peux déjà quand même avancer un certain nombre de points qui m'ont paru déjà communs, et puis évidemment que si quelques points de différence. La première chose qui est véritablement commune entre les deux, c'est une expérience de l'effondrement du monde. Et ça, moi, j'insiste beaucoup là-dessus dans mon livre, en disant que la guerre est avant toute chose cette expérience d'un monde qui s'écroule, d'un monde qui s'effondre. Quand je dis un monde qui s'effondre, c'est bien sûr un effondrement d'abord matériel du monde, comme c'est des destructions dont l'ampleur est absolument gigantesque dans les deux pays. C'est bien sûr aussi la destruction des vies humaines, quoi. Et là aussi, que ce soit en Syrie ou en Ukraine, évidemment, ce sont des guerres qui sont de très haute intensité, très meurtrières, quoi. La deuxième chose aussi, que je remarquais, c'est finalement, au fond, étonnamment, il peut exister, chez certains et certaines, un espèce de pouvoir d'attraction de la guerre, quoi. C'est-à-dire que comment, en fait, la question qui se pose, c'est comment on vit cet écroulement du monde, quoi. Et on pourrait supposer qu'on le vit uniquement avec effroi, qu'on le vit avec horreur, qu'on le vit avec panique, et cetera. Or, ces affects-là, évidemment, peuvent tout à fait exister, mais ce dont je me suis aperçu, c'est qu'il y avait comme un moment, en fait, la guerre produit un espèce d'état astructurel, c'est-à-dire que toutes les formes, les normes, les habitudes, en fait, se défont, en fait, dans le moment de la guerre, et les uns et les autres, en fait, vont se retrouver, en fait, des formes d'action, des formes de prise, en fait, sur leur présent. Très concrètement, en fait, il y a cette idée que il y a une forme de jouissance devant le fait d'intervenir dans le monde, de ne plus être cette espèce de sujet passif qui subit globalement, en fait, sa quotidienneté assez banale, quoi. Mais il y a plutôt cette idée, en fait, que dorénavant, en fait, je joue un rôle important, voire même, on peut utiliser le registre romantique, comme si je devenais soudainement, en fait, un sujet de l'histoire, là où je suis en train d'intervenir, que ce soit en étant un volontaire combattant ou un volontaire humanitaire, etc., quoi. Donc il y avait un peu cette idée que il y a quelque chose de l'ordre d'une expérience un peu d'ouverture, c'est-à-dire que alors qu'auparavant, en fait, on était très très éloigné du monde, voire même que l'on pouvait s'en soucier relativement peu, et bien soudainement, en fait, le monde a rattrapé l'individu, quoi. Et donc il est tenu, en fait, d'avoir cette espèce de relation active. Alors, je suis pas du tout en train de fétichiser la guerre en disant que du coup, et forcément, la guerre est une expérience extrêmement plaisante. Absolument pas. Mais je suis en train simplement de dire, en fait, l'ambivalence des rapports que les uns et les autres peuvent entretenir, en fait, avec ce moment. Un autre exemple qui est très frappant, c'est le fait de se retrouver des solidarités. C'est-à-dire que on ne fait pas la guerre tout seul, quoi. On la fait toujours, en fait, avec des groupes de volontaires, avec des nouvelles, entre guillemets, des nouvelles solidarités, amitiés. Et donc, il y a cette expérience de l'être ensemble, quoi, qui est absolument intensifiée, contrairement évidemment à la vie en paix, où peut-être que les vies ont des séparations beaucoup plus rigides. Et l'autre point, moi, qui m'intéresse, et là, sur le coup, je ne peux pas encore faire de comparaison parce que la guerre en Ukraine est encore, alors c'est difficile de le dire de cette façon-là, mais elle était encore récente, quoi. Mais ce qui m'intéresse aussi, c'est de voir ce que, en fait, cette expérience dans la durée de la violence, cette expérience dans la durée de l'écoulement du monde, comment ça transforme le sujet et comment aussi ça peut le raidir, comment ça peut le crisper, comment ça peut, en fait, le clôturer. C'est-à-dire que cette ouverture initiale dont je viens de parler, où il y a quelque chose de l'ordre d'espoir, en fait, de quelque chose à venir, dans le cas de l'Ukraine, par exemple, il paraissait assez évident que pour beaucoup de personnes, ils étaient aussi agités par l'idée, bien sûr, de défendre le territoire ukrainien, mais ils étaient aussi, il y avait une façon aussi de redécouvrir l'Ukraine, quoi, redécouvrir sa culture, sa morale, son histoire, etc. Et ça, il y a quelque chose d'assez enthousiasmant, en fait, dans le chaos, en fait, qui pousse, en fait, tout simplement à se retrouver un petit peu
ses racines, en tout cas les réfléchir à nouveau, quoi, sa langue, et cetera, quoi. Bref, mais à cette ouverture de départ peut correspondre aussi à un moment de clôture, c'est-à-dire progressivement, en fait, à mesure que le monde est tellement chaotisé, eh bien, il peut y avoir des tendances à se retrouver des centres, à se retrouver des centres qui sont assez rigides. Alors dans le cas, évidemment, de la Syrie, c'était très net parce que, dans le cas de la Syrie, on est passé, en fait, de quelque chose de très, très révolutionnaire à quelque chose qui devenu beaucoup plus crispé autour d'une lecture, dans un certain nombre de cas, extrêmement unilatérale en fait de l'islam, quoi. Et donc le motif, par exemple, religieux, a pris de l'importance à mesure que justement la guerre s'enlisait et à mesure précisément aussi que les buts révolutionnaires étaient en train de se fatiguer, quoi. Et donc ce qui m'intéresse aussi, c'est de voir comment en fait la guerre abîme, c'est pas assez fort comme mot, hein, détruit en fait la subjectivité de l'individu. Donc, si je devais un petit peu résumer, il y a vraiment cette idée d'essayer de comprendre à la fois cette phase un peu d'ouverture, d'attraction, de puissance retrouvée à l'intérieur même de la guerre, et en même temps, bien sûr, aussi l'effondrement, l'écroulement intérieur en fait de l'individu plus la guerre dure. Exemple, la question de la haine. Dans quelle mesure, en fait, le rapport, par exemple, à l'ennemi n'est plus simplement un rapport, en fait, objectif et rationnel, en fait, de devoir lutter contre un ennemi qui en veut, par exemple, à son propre pays, et le fait d'avoir, par exemple, un rapport de haine dirigé de façon plus ou moins indistincte, par exemple, à l'égard du peuple russe, si je vais le dire de façon très, très succincte et simplifiée, quoi. Vous voyez, donc, comment, en fait, ces rapports-là, ces rapports de haine qui sont des rapports de clôture, peuvent s'installer à mesure, évidemment, que tous les repères qui constituent une vie, tout simplement ne sont plus stables, ne sont plus solides, quoi. Et donc voilà, c'est un peu ce travail-là que j'essaie de faire. Alors bien sûr, les différences, elles sont fondamentales, ne serait-ce que par la forme de la guerre. En Syrie, on a un État qui fait la guerre à des insurgés qui ont une puissance militaire, une puissance matérielle très très limitée, hein. Donc on a des avions contre des gens qui tirent à la calache des avions, quoi, ou bon, parfois avec des armes un tout petit peu plus lourdes, mais globalement en fait une asymétrie pardon, militaire assez radicale. En Ukraine, on a deux puissances militaires quand même qui s'effondrent avec une très très grosse intensité. Alors évidemment, ça change aussi en termes d'organisation. C'est-à-dire que l'organisation, moi j'étais très impressionné par la façon dont à la fois l'armée ukrainienne était elle-même organisée, mais elle aussi à la fois comment la défense territoriale s'est organisée extrêmement rapidement pour tout simplement eh bien, essayer de supporter ce qui était en train d'arriver et évidemment, alors là aussi, hein, que ce soit d'un point de vue militaire ou d'un point de vue humanitaire, quoi. Donc ça, c'est quand même des distinctions qui sont importantes parce que forcément, en fait, la guerre ne se vit pas de la même manière. Et autre point aussi, c'est le soutien, en fait, l'attention publique. L'attention publique entre la Syrie et l'Ukraine n'a jamais été la même, quoi. C'est-à-dire que la révolution syrienne a été assez largement disqualifiée, en tout cas, dès son commencement, en tout cas, a reçu un soutien extrêmement limité de la part d'un certain nombre de puissances, et en particulier d'ailleurs des puissances occidentales, quoi. Ça a des effets considérables, évidemment, sur le sentiment d'être complètement isolé, le sentiment d'être un peu seul contre tous. Là aussi, ça favorise évidemment l'écroulement du sujet, quoi. C'est-à-dire que ça favorise l'écroulement de l'individu, quoi, qui évidemment pourrait en retour se cramponner en fait à des systèmes de conviction plus étroits, se cramponner en fait à ses frères de lutte, hein, c'est-à-dire aux solidarités à l'intérieur même de sa propre brigade. En tout cas, c'est ce que j'ai observé, c'est ce que j'essaie de raconter à travers l'histoire de quelques-uns d'entre eux, quoi. En Ukraine, l'attention publique internationale est beaucoup plus soutenue, évidemment, comme on le sait. Là aussi, ça a des effets considérables, peut-être justement pour, je l'espère, en tout cas pour préserver en fait un rapport, comment dire, un rapport à la guerre, on va dire entre guillemets rationnel, c'est-à-dire en fait se préserver en fait des folies meurtrières, se préserver en fait de ce que j'avais appelé tout à l'heure la haine, etc., quoi. Donc ça, c'est des comment on pourrait appeler ça, on va dire que c'est des formes de retenue en fait, de retenue morale comme qui permet évidemment que le sujet que l'individu pardon ne s'effondre pas tout à fait, quoi.
Mmh. Tout à fait. D'ailleurs, j'ai beaucoup aimé, voilà, ces pages consacrées, bon, ils sont plusieurs, en fait, dans ton livre, consacrées à cette description de la vie, de la guerre, comme, cette vie intense, en fait, qui bouleverse, bien sûr, la vie des individus, propose d'autres points de repère, voilà, après cet effondrement de la normalité, comment les gens s'y retrouvent, voilà, ce que tu décris comme cette première phase avec adrénaline, avec, voilà, le sentiment d'être au centre du monde. Voilà, tout ça, ça correspond, c'est très honnête de le remarquer, de le dire, de le décrire, de le saisir en fait, parce que c'est une chose qui échappe, d'une manière ou d'une autre, à d'autres observateurs, de la guerre qui pensent plutôt dans les termes géopolitiques ou bien, termes historiques. Ça c'est très juste en fait. Hem, mais voilà, cette opposition, voilà, cette, autre phase que tu décris, la phase de crispation, voilà, être crispé, la haine et cetera. Hem, je dirais que, voilà, dans cette phase, où on en est aujourd'hui, en tout cas en Ukraine, dans cette phase de cette guerre longue, on constate la présence d'une autre chose qui existe et donc j'aimerais ta réflexion là-dessus. Quand on parle aujourd'hui, on est à la veille de le 2e anniversaire, si on peut dire comme ça, de cette grande invasion. Voilà, comment les gens engagés, les militaires, voilà, décrivent ce qui ou les volontaires aussi, décrivent ce qu'ils font. Ils emploient le mot, l'expression, «le travail de la guerre». C'est-à-dire que, ce n'est l'un ni l'autre. C'est-à-dire que il ne s'agit pas de cette vie intense, aventurière, et il ne s'agit non plus de cette fermeture, la haine, de l'ennemi sommaire et cetera. Il s'agit voilà, d'une travail routinier, en fait, de la destruction de l'ennemi, routine, travail, c'est même entré dans le discours des médias. Le travail, on a éliminé autant d'ennemis, c'est un travail de militaire, donc voilà, comme si la guerre pouvait devenir un travail aussi monotone, je dirais quotidien, que comme la vie d'avant la guerre, voilà, qui ne propose plus ni d'ouverture ni de cette haine. Quelle serait ta réflexion Non, là-dessus? mais complètement et bah, ça, c'est évidemment un signe d'une guerre qui traîne, quoi, qui traîne, en longueur et c'est une façon aussi de préparer, les uns et les autres à une durée, bah, probablement encore, encore longue, quoi. Et donc ce basculement-là mais tu as tout à fait raison, c'est-à-dire que, autant au début, il y a une forme de présent très intensifié, d'une vie extrêmement intense et dans lequel il y a un espèce d'enthousiasme aussi collectif, hein, où, justement comment dire? Bah, les solidarités se font beaucoup plus évidentes et intenses. Bon, moi, je me souviens, de groupes de volontaires qui nous expliquent, combien le voisin, avant de fuir, a donné ses clés de voiture, a donné ses clés d'appartement et cetera et a donné tout ce qu'il pouvait, en fait, aux volontaires pour contribuer d'une certaine manière, en fait, à aider le pays, quoi. Et plein de situations de cette façon-là où on a des engagements qui ne calculent pas, quoi. Des engagements, en fait, qui sont, quasiment le produit des nerfs, quoi, hein, de la vivacité intérieure, en fait, qui fait que, bien là, je suis pas dans un rapport rationnel à ce que je perds ou ce que je perds pas, quoi. C'est que voilà, c'est viscéral, quoi. Évidemment, ça dure qu'un temps, quoi, parce que plus les choses traînent, bah, aussi, par exemple, à l'intérieur des groupes, on peut observer des débuts de querelles, des divisions, des conflits, évidemment, qui peuvent tout à fait exister. Une vie en commun, on sait combien elle est difficile à conduire et une vie en commun dans un contexte de tension permanent, évidemment aussi, on peut supposer que ça peut user en fait ou fatiguer les rapports sociaux, quoi. Et donc on risque de rentrer dans une autre phase qui est, c'est sur le coup en fait une phase quasi de professionnalisation de la guerre, quoi. C'est-à-dire qu'en fait, tous ces volontaires et tous ces gens qui autrefois n'étaient pas préparés, maintenant savent faire la guerre, quoi, et la font comme un nouveau travail. C'est-à-dire que ce qui était complètement défamiliarisé, ce qui était un état, moi, que j'avais appelé astructurel, eh bien, devient en fait la nouvelle structure, une nouvelle familiarité. Et donc, des nouvelles habitudes, effectivement, une quotidienneté, voire même d'ailleurs, une quotidienneté, en fait, qui peut avoir sa part d'ennui, hein. Dans mon livre, je consacre beaucoup de pages, en fait, sur la question, sur l'expérience de l'ennui à l'intérieur de la guerre. On en parle relativement beaucoup trop peu, quoi, alors qu'elle est évidemment très, très présente, quoi. Donc, cette phase de professionnalisation, elle peut s'accompagner aussi, alors ça je l'avais absolument repéré en Syrie, hein, mais en Ukraine, ça je m'avancerai pas trop sur ce point-là, mais elle peut s'accompagner aussi parfois d'un espèce d'intérêt en fait à ce que la guerre continue, quoi. Au sens où, eh bien, en Syrie par exemple, j'observais toute une série de combattants en fait, qui n'imaginaient pas
un retour possible à la vie civile. Ils ne l'imaginaient pas parce que c'est pour des questions tout à fait matérielles, parce que finalement, au fond, ça faisait tellement longtemps qu'ils étaient en train de combattre que c'était devenu en fait leur nouveau métier. Que deuxièmement, en fait, quand on a les honneurs de participer dans une brigade, la dignité en fait du combattant, retourner dans un travail tout à fait banal dans la vie civile est une chose difficile. Ce sur quoi ici j'essaie d'ouvrir, c'est une réflexion qu'on doit absolument avoir et qu'il faut déjà préparer maintenant, qu'il faut déjà réfléchir maintenant, c'est la sortie de la violence, le retour en fait à la paix, quoi. Et ce retour à la paix, très relatif évidemment dans certaines villes en Ukraine, mais j'ai pu le constater par exemple, non pas la démobilisation des volontaires, mais le retour quand même de volontaires dans certaines villes en fait à une vie, à leur vie d'autrefois, quoi, c'est-à-dire à une espèce de vie civile et progressivement en fait un désengagement parce que par exemple parce que l'ennemi russe a été éloigné de la ville, eh bien un retour progressif en fait à une espèce de vie normale. Et ça, c'est un coût subjectif qui est absolument gigantesque. C'est très difficile à vivre, quoi. Et on observe évidemment beaucoup de personnes qui éprouvent une très grande difficulté en fait à se retrouver des nouvelles habitudes, c'est-à-dire à retrouver en fait une espèce de vie en paix, quoi. Et donc, moi aussi, là, c'est encore un truc que j'essaye effectivement de travailler, c'est à la fois en fait quand la guerre s'enlise et qu'elle prenne la forme d'une professionnalisation, c'est-à-dire d'un travail à faire, quoi, eh bien, progressivement aussi, bah, comment elle peut enfermer, clôturer, en fait, l'individu, eh bien, uniquement, en fait, dans l'expérience militaire. Alors, voilà, quelles sont les possibilités de retour à la vie civile? Est-ce que chacun va, retourner à la vie civile dans des activités, on va dire, policières, militaires, j'en sais rien. Ça, c'est bien trop tôt pour le dire, mais c'est plutôt, en fait, un point d'alerte, en fait, hein, sur le retour à la vie normale, sur la sortie de la violence. Là aussi, qui est une réflexion qui est bien trop peu, comment dire, avancée aujourd'hui, alors qu'elle est, il me semble absolument fondamentale à conduire. Oui, oui, tout à fait. Et donc, toutes ces observations seront à faire aussi tant que la guerre dure. La guerre n'est pas tellement terminée en Syrie, elle n'est pas non plus terminée en Ukraine. On s'attend, à cet enlisement qui peut durer, on sait bien, on ne sait pas combien de temps, peut-être très longtemps. Il y a une chose absolument intéressante, voire passionnante dans ton livre, c'est que, toi, comme observateur, donc cette auto-réflexion sur ta place, tes sentiments, tes ressentis physiques aussi, ils sont partout présents dans le livre. Tu écris comment on se sent à l'intérieur de la guerre. Voilà, tu décris pas mal de moments, en tout cas quelques moments où le danger était réel. Par exemple, voilà, avec des missiles, c'était à Kramatorsk, n'est-ce pas? Où tu as carrément vu, le missile, approcher, ce centre volontaire qui était une espèce d'hangar, n'est-ce pas? Et donc, voilà, et donc tout ça, voilà, donc tout ce travail de décrire comment et voilà, de cette auto-réflexion qui est là. Donc c'est pas uniquement que tu décris des objets, des motivations des autres, mais tu décris aussi comment on se sent à l'intérieur avec un statut, heu clair, pour toi, mais peut-être pas tellement clair, pour les gens à côté parce que tu n'es pas vraiment une figure habituelle. C'est-à-dire, tu n'es pas un homme avec caméra comme d'habitude les journalistes. Qu'est-ce qu'on peut chercher dans la guerre? Donc les gens, ordinaires se posent bien des questions. Donc voilà, est-ce que tu te peux décrire en fait, nous donner un résumé. Je comprends que c'est difficile, mais voilà, un certain résumé, voilà, de comment est-ce que toi, tu avais vécu ces 2 guerres, que ce soit en Syrie, que ce soit en Ukraine. Est-ce qu'il y a une force qui transforme aussi un observateur quand tu te retrouves à l'intérieur d'une guerre qui n'est pas la tienne? Mmh. Ouais, c'est des questions, vraiment passionnantes et difficiles, mais ce sur quoi, en fait, en tout cas, le parti pris qui a été le mien, c'est que je voulais pas faire semblant d'être un espèce d'observateur, tout à fait neutre, qui n'était pas affecté par ce qu'il observait et donc, tel un bon scientifique, raconter, le monde rationnellement, en fait, du point de vue des gens qui le vivent, quoi. Ça, j'essaie de le faire, en tout cas, dans le livre, il m'importe, en tout cas, de raconter de raconter la façon dont, que ce soit des combattants syriens ou ukrainiens, eh bien, ils ont vécu, la guerre, comment ils la vivent et cetera. Mais j'ai voulu aussi, en fait, eh bien, parler du point de vue singulier qui était le mien, ou de mes sensations, de mes affects, ou de mes tiraillements, de mon ambiguïté dans un certain nombre de cas par rapport à ce que j'étais en train de voir, hein. Par exemple, pourquoi se rapprocher des fronts? Est-ce que finalement, en fait, c'était si nécessaire, eh bien, de vouloir faire, l'expérience, du front? Par exemple, Chassivillard, l'année dernière, est-ce que c'était nécessaire d'y aller alors que bon, je savais déjà à quoi ça ressemblait, quoi? Donc il y a une espèce de pouvoir d'attraction qui est,
qui peut être en fait un peu, en tout cas questionnable, je sais pas, peut-être un peu malsain aussi. Enfin, il y a quelque chose quand même de l'ordre d'une recherche en fait d'un état d'effarement, de sidération. C'est-à-dire oui, en fait, c'est pas abstrait, le monde est vraiment en train de s'écrouler, ça se passe effectivement comme ça. Et puis en fait, et pas que ça. Et je voudrais pas limiter à cela parce que sinon, en fait, on est simplement en train de dire oui, il y a une quête d'adrénaline. De toute façon, les journalistes de guerre ou les reporters de guerre sont toujours animés en fait comment dire, l'événement en fait spectaculaire qui va arriver. Moi, je crois pas que c'est ce qui m'anime particulièrement, même si oui, effectivement, quand tu racontes là les deux missiles que j'ai vu s'abattre juste à côté des centres de volontaires dans lesquels on était et sur la route où on venait de passer. Qu'est-ce qui s'est passé après? La première chose que j'ai faite, je crois que j'ai envoyé un message à des connaissances pour raconter ce qui s'était passé, parce qu'il y avait quelque chose de l'ordre, je voulais le partager. Et pourquoi je voulais le partager? À la fois pour me dire que ça avait bel et bien existé, et puis avec aussi hein, ce rapport d'être, ouais, j'ai été témoin de ça en fait. J'ai vraiment été témoin de ça. Vous voyez, c'est ambivalent en fait, ce genre d'affect, ce genre de sentiments, ce genre de pensée. Et j'ai voulu essayer de restituer un petit peu cette ambivalence. Et puis, bien sûr, il y a un petit peu aussi cette idée de se dire, tout mon livre, en fait, essaie de réfléchir sur comment, en fait, la guerre transforme les gens qui la vivent, et comment aussi, moi, elle a pu me transformer, en fait. Et comment, en fait, quand je parlais du retour, par exemple, à la vie normale, le retour à la vie normale, moi, je l'ai trouvé extrêmement difficile, même si, alors moi, j'ai une expérience beaucoup moins longue que ceux qui la vivent, mais malgré tout, en fait, revenir à l'université et retrouver, en fait, un quotidien banal, ça met un peu de temps, en fait, après ces expériences. Je vais prendre un exemple, mais quand je suis retourné pour la première fois en Ukraine en 2022, sur un séjour d'un mois d'ailleurs, on s'était rencontrés, moi j'avais vécu ce séjour-là avec une telle intensité dans l'observation, une telle intensité en fait de découvrir tous ces volontaires qui me racontaient leur histoire, tous ces volontaires qui le racontaient, mais pas avec détachement, quoi. Il y a quelque chose de l'ordre, vous voyez, comment dire, un rapport très vivant, en fait, à ce qu'ils étaient en train à leur histoire, à ce qui était arrivé, parce que tout ça était très récent, d'ailleurs. Et donc, en fait, il y a une espèce de passion du présent, quoi, et l'observation, enfin, quand on est observateur, on est complètement saisi, quoi. Il y a une espèce d'intensité, mais là, cette fois-ci, c'est pas une intensité dangereuse, hein, c'est une intensité dans les discours reçus, quoi. Et ça, je peux vous dire que quand vous revenez ensuite en France et que bah, voilà, vous retrouvez une quotidienneté où les conversations sont plus ou moins banales, en tout cas généralement relativement peu intenses, ouais, ça fait quelque chose, ça affaiblit en tout cas un petit peu moralement, quoi. Donc c'est ça qui fait qu'il y a à chaque fois ce désir, mais qui est pas seulement ça, hein, mais ce désir de revenir, il est évidemment un truc absolument individuel, ouais, de recherche, d'intensification peut-être de son travail, de son regard, et cetera. Mais il y a surtout aussi, bien sûr, le désir de continuer à être le témoin, de continuer en fait à suivre ces gens que j'ai rencontrés. Moi, j'ai une espèce de très grande, enfin, je crois, une très grande fidélité aux gens que j'ai rencontrés. Et pour moi, ça m'importe vraiment de les, comment dire, de les suivre dans leur quotidien, même si ça peut paraître bizarre que je sois avec eux, quoi. Parfois, je suis même bien encombrant, en fait, pour eux, quoi. Et en même temps, j'ai senti aussi que dans un certain nombre de cas, parce que je suis toujours allé voir les mêmes volontaires, hein, quasiment à chaque fois, c'est-à-dire que je les retrouvais à chaque fois les gens que j'avais rencontrés précédemment. Mais j'ai senti aussi que ça leur faisait un peu de bien, en fait, ma présence, même si elle ne servait à rien, hein, d'un point de vue pratique. Ça leur faisait un peu de bien parce que c'était quelqu'un d'extérieur qui arrivait, c'était quelqu'un qui écrivait leur histoire, c'est quelqu'un qui est un peu témoin de ce qu'ils sont en train de vivre. Et ça nous permet de lutter contre un truc qui est très présent dans la guerre, c'est le sentiment d'irréalité. Sentiment d'irréalité, c'est-à-dire qu'en fait, le fait qu'on peut déréaliser ce qui est arrivé. Est-ce que les choses sont bel et bien arrivées comme je suis en train de le dire? Elles sont tellement parfois extravagantes que je suis pas sûr en fait que ça soit certain. Quand quelqu'un vient me le raconter, au moins ça gagne en réalité, quoi. Je dis ça j'ai un exemple personnel que je raconte d'ailleurs dans le livre exactement en ces termes, en Syrie il y a une série de prisonniers en fait de l'armée de Bachar al-Assad, ou je sais pas, en tout cas de Bachar al-Assad, qui sont amenés dans le camp. Ils ont les mains attachées, ils ont les yeux cachés, etc. Et donc le combattant me fait une blague en me disant ils ont une maladie des yeux, etc. Puis on monte dans le bureau et ensuite j'entends des coups de feu. Mais en fait, très honnêtement, je ne sais pas si c'est mon imagination, si c'est ce qui est arrivé, quoi. Je sais pas.
vous voyez? Et ça, c'est un moment de déréalisation, c'est un moment de protection, en fait, face au réel, quoi. Et donc, j'ai un peu cet acharnement, en fait, à vouloir écrire ce qui se passe et j'espère, bah, aussi dans ces portraits et souvent, je communique avec, les gens qui sont en Ukraine, là, en ce moment, bah, pas plus tard que hier, je discutais avec, bah, celui avec qui j'avais vécu ce truc avec Kramatorsk qui s'appelle Marc. Heu vous voyez, il y a aussi cette volonté de c'est ce sont pas pour moi, je n'observe pas des gens, quoi. Je vis un peu avec eux et j'ai des rapports aussi qui sont des rapports, heu, aussi d'amitié, quoi, ou en tout cas de formes d'amitié, qui sont importantes. C'est important, je pense aussi de le préciser parce que je suis pas journaliste, quoi. Et je dis pas de mal, hein, des journalistes, hein, absolument pas, hein. Mais je suis pas journaliste au sens où moi je cherche pas en fait, un événement, je cherche pas en fait à multiplier les rencontres. Je cherche simplement en fait à tisser des liens dans la durée avec les gens. Oui, oui. D'ailleurs, en parlant de journaliste, je me rappelle très bien, ces quelques pages, dans ton livre où tu parles avec je dirais avec une véritable colère, voilà, tu es, au centre, voilà, où de l'évacuation des civils, des zones, voilà, en combat. Donc les gens partent, les civils, les pauvres civils partent vers Dnipro et tu décris avec beaucoup de beaucoup de colère les journalistes avec leurs caméras qui sautent littéralement sur, les civils qui ont tout perdu, donc en recherche d'un angle le plus intéressant et donc les gens sont évacués pendant des heures et des heures. Toi, tu fais tout ce trajet avec ces civils, depuis les zones de combat jusqu'à la ville de Dnipro, voilà, avec le train qui part pas pendant 3 4 heures, avec, voilà, une chaleur incroyable, donc tout ça. Donc cette expérience, voilà, de traiter les gens, de victimes de la guerre, uniquement comme objet, voilà, objet pour comme modèle, pour photo, à quel point c'est inapproprié quand on vit cette guerre, quand on est avec des gens, qui souffrent. Hem, tu avais évoqué, voilà, cette difficulté de rentrer, en France et puis de parler avec les autres. Tu cites d'ailleurs, dans ton livre cette phrase qui m'a aussi frappée, voilà, cette phrase qu'on ne rentre pas muet, de la guerre, mais on le devient. On le devient muet parce qu'il y a à qui parler et donc il y a des c'est vrai que cette vie, intense, dans la guerre, elle est donc les récits, irréels en quelque sorte, ils ont du mal à passer, dans les contextes qui sont éloignés de la guerre et on se sent quand même un peu seul, avec ces récits, n'est-ce pas? Ouais, complètement. C'est-à-dire qu'en fait, c'est une célèbre phrase de Walter Benjamin, le philosophe, à partir de l'expérience de la Première Guerre mondiale, où les hommes rentrent muets des combats, quoi. Mais en fait, moi, ce que je constate, c'est qu'évidemment, en fait, du récit, on a beaucoup de choses à raconter, mais pas d'interlocuteurs, ou très peu d'interlocuteurs. C'est-à-dire que même les gens les plus proches, hein, parce qu'il y a une forme à la fois de pudeur vis-à-vis de ce que l'on pourrait avoir vu, ce que l'on pourrait avoir ou voire même peut-être même d'ailleurs parfois, en fait, ce qui intéresse c'est, est-ce que tu as vu, des bombardements? Est-ce que tu as vu, en fait, des situations exceptionnelles et tragiques même de la guerre? Or, c'est pas de ça dont il faut, enfin, je dis pas qu'il faut pas en parler, hein, mais, la chose qui est vraiment importante et intéressante, enfin, me semble-t-il, quoi, un véritable sujet de conversation, mais qu'est-ce qui est en train d'arriver? Qu'est-ce qui est en train d'arriver en Ukraine? Qu'est-ce qui est en train d'arriver en Syrie? Comment les uns et les autres sont en train de le vivre? C'est-à-dire, en fait, lutter contre l'effacement, quoi, lutter contre l'oubli. On voit bien que, par exemple, l'opinion publique, vis-à-vis de l'Ukraine n'est plus du tout, la même maintenant, en fait, qu'au commencement de la guerre. Au commencement de la guerre, il y avait, des mobilisations un petit peu partout, dans lesquelles c'était un sujet de préoccupation, quoi. Et puis progressivement, en fait, à mesure qu'on s'habitue à ce que ça existe, ça paraît de plus en plus lointain et c'est soustrait maintenant des sujets de conversation, quoi. C'est soustrait en tout cas de beaucoup de sujets de conversation, quoi. Et donc, l'idée, c'est comment en parler, quoi. Et effectivement, dans la vie ordinaire, c'est très, très difficile d'en parler. Et donc, pour moi, écrire ce livre-là, ça a été important parce que c'était une manière aussi, bah, moi, justement, de parler. Pendant longtemps, j'ai pas écrit, hein. Enfin, j'ai vraiment réécrit à partir de l'expérience en Ukraine, quoi, où il se trouve que sur place, j'ai beaucoup écrit, quoi. Et donc, ça m'a fait du bien, en fait, d'écrire ces expériences-là. Il y a eu un effet quasi thérapeutique vis-à-vis de moi-même, quoi. Et surtout, ça m'a permis de réouvrir, en fait, ce que j'avais laissé un petit peu en friche en Syrie, où j'avais écrit juste 2 articles ou quelque chose comme ça. Enfin, c'était pas vraiment très avancé, quoi. Et donc, l'écrire, c'était une façon aussi, bien sûr, bah, de lutter contre l'effacement, de lutter contre la disparition. Et mon espoir, c'est celui-ci aussi, hein, c'est que justement, en fait, qu'on n'oublie jamais
quelque chose qui est quand même extrêmement important, c'est que ce sont bien des vies concrètes, des vies singulières, en fait, qui sont en train de se briser en Ukraine en ce moment, en Syrie, etc. Quoi. Et que ça, on ne peut pas déshumaniser ce qui est en train d'arriver, quoi. Alors c'est pas, je suis pas dans un discours très très naïf, etc. Sur ce sujet-là, mais je dis simplement qu'en fait, ce ne sont pas que des affaires de géopolitique, d'armement, de ci, de ça, etc. C'est aussi en fait des affaires d'existence concrète qui sont bouleversées par la guerre. Et ça, pour moi, c'est ça qui m'importe de dire dans mon travail. Oui, tout à fait. Et donc ce livre, voilà, qui attire, attention publique, une fois de plus, sur le cas en Ukraine qui la guerre qui n'est pas terminée et qui a besoin des soutiens, qui a besoin de cette solidarité internationale, y compris la solidarité française. Donc voilà, et c'est de cet intérêt qui peut se traduire, qui doit se traduire, en tout cas, vu de l'Ukraine, doit se traduire en cette aide, financière, cette aide militaire, puisque c'est une guerre, qui concerne tout le monde et donc le fait de réveiller les consciences, c'est très important. Ma dernière, question à toi, roman, il porterait sur voilà, j'ai retenu cette phrase d'Albert Camus, célèbre écrivain, philosophe français. Tu la cites, au début dans les premières pages, je crois, de ton livre, quand tu décris cette première phase, je crois en Syrie, en fait, voilà, cette ouverture vers le monde, que la justice est supérieure à la vie. Donc voilà, dans cette approche ethnographique, tu prends pas, tu fais exprès de ne pas prendre en considération des motivations extérieures, c'est-à-dire, politiques, c'est-à-dire, voilà, de la cause juste et cetera. Mais on peut pas, à la fois totalement évacuer. Donc si la guerre continue, en tout cas du côté ukrainien, c'est parce que les gens malgré tout, malgré toutes les phases qui se succèdent, enthousiasme, fatigue, travail, haine, et cetera, il y a quand même, voilà, ce sentiment de la cause juste. Parce que si on continue à faire la guerre, c'est parce que on sait, on comprend, on admet que cette justice ultime, elle est supérieure à la vie Bien sûr. humaine. Est-ce que toi, comme ethnographe, tu adhères à ça? Oui, bien sûr, complètement. Et cette phrase-là, pour moi, elle est importante parce que, en fait, il y a que dans des situations révolutionnaires ou de conflit que l'on envisage en fait ce genre de choses. En France, si vous dites que la justice est supérieure à la vie, les gens diraient ouais, théoriquement oui, probablement quoi. Mais de fait, dans la vie de tous les jours, évidemment, n'est pas engagée dans ce rapport très intime en fait à l'idée même de la justice jusqu'à en fait exposer son corps à la blessure, exposer son corps à la mort quoi. Or en fait, dans un contexte de conflit armé, évidemment ici, c'est que ces idées qui soutiennent, ces idées qui font redresser les corps, c'est des idées en fait de justice, c'est des idées de dignité, c'est des idées en fait évidemment très classiques et évidemment dans la filiation révolutionnaire, mais qui anime l'individu quoi. C'est-à-dire qu'en fait, il y a un retour, ou en tout cas un rapport en fait à des espèces de valeurs entre guillemets un petit peu supérieures. Donc évidemment le fait que la question en fait de savoir si la cause est juste ou pas, en fait, évidemment, elle ne fait pas de doute pour les combattants sur place, quoi. Dans la mesure où là aussi, on est dans quelque chose de très net. On n'est pas dans un combat idéologique ici. On est concrètement en fait dans un peuple, le peuple ukrainien, qui est menacé de disparition. C'est concret, quoi. Donc là, ici, j'ai l'impression que autant en Syrie, évidemment, il y avait beaucoup de débats sur les buts révolutionnaires, sur ci, sur ça, etc. Autant, en fait, la question de la justesse de la cause, de défendre, en fait, un peuple menacé de disparition, de défendre un territoire, ça ne fait pas de doute, quoi. Et ça, de ce point de vue-là, je le traite assez peu dans le livre parce que ça me paraît, en fait, tout à fait évident, quoi. Mais voilà, ce sur quoi, en tout cas, ce qui m'intéresse, c'est dans les ressorts de l'action, évidemment, il y a un attachement très clair à des valeurs qui, dans la vie quotidienne, en fait, en paix, sont souvent relayées, en fait, un peu au second plan, quoi. C'est-à-dire qu'on s'y rapporte beaucoup moins, en fait, dans la vie ordinaire, quoi. Merci beaucoup Roman, merci pour ton livre, voilà, pour cet entretien et pour ton livre, pour ton soutien en Ukraine. On espère te voir, ici sur le terrain peut-être, très prochainement. Je rappelle à nos auditeurs que tu es auteur du livre, La guerre en tête de la Syrie à l'Ukraine, le livre que vous pouvez acheter déjà dans les librairies, parisiennes ou françaises ailleurs, dans le monde. Merci beaucoup Roman. Merci Peter. L'Ukraine face à la guerre. N'hésitez pas de partager cette émission. Nous n'allons pas tarder à enregistrer et diffuser d'autres épisodes.
Je m'appelle Tekana Ogarkova, j'étais accompagnée par Romain Huet, maître de conférence à l'Université Rennes 2, auteur de l'ouvrage La guerre en tête sur le front de la Syrie à l'Ukraine. Restez avec nous et soutenez l'Ukraine.